Bonsoir et bienvenue dans le Rendez-vous des artistes. Chaque jeudi, nous accueillerons un nouvel artiste, qu'il soit chanteur, acteur, musicien ou magicien, il y en aura pour tous les goûts. Mais ce soir, pour notre toute première émission, nous accueillons un invité un peu spécial. C'est grâce à lui que nous sommes ici ce soir, il nous accueille dans ses locaux et nous tenons à le remercier. Il est né le 13 janvier 1957 d'une famille modeste, a poursuivi des études afin de devenir professeur. Ses grandes passions sont le théâtre, la cuisine et la mode. C'est un grand monsieur dans la politique. Nous accueillons ce soir le bourgmestre d'Étainpuis, monsieur Daniel Sénéchal. Bonsoir Daniel, bienvenue. Bonsoir Océane. Merci d'être présent ici pour l'inauguration du plateau. C'est vraiment un honneur de venir vous saluer et surtout d'inaugurer cette série d'émissions. D'abord, félicitations pour ce décor magnifique, magique. Quand on rentre ici, on sent tout de suite une chaleur, quelque chose qui nous rend heureux, qui nous donne envie de pouvoir se découvrir et de participer et de partager avec les téléspectateurs. Merci. Alors nous allons retracer durant cette interview votre parcours de vie et votre parcours politique. Donc pour commencer, durant votre jeunesse, vous avez fait des études afin de devenir professeur. Oui, en fait, ce parcours est dédié en deux étapes, puisque d'abord, il y avait la scolarisation au sein de l'école moyenne de l'État à Dautigny, où j'ai poursuivi le parcours primaire et secondaire inférieur qu'on appelait à l'époque, jusqu'en donc troisième année secondaire. Et puis alors, je me suis dirigé vers l'Institut technique de l'État à Moucron pour poursuivre des études de comptabilité que j'ai réussi avec brio. Mais j'ai eu cette chance énorme qu'on a dans la vie de rencontrer une personne exceptionnelle, Génie Barthes, professeur de français, et qui m'a donné vraiment cette envie de me lancer dans cette carrière d'enseignant et d'enseignant de français histoire en particulier, tellement elle était enthousiasmante, elle nous donnait cette envie de pouvoir communiquer avec les élèves, et je me suis découvert une forme de vocation à donner cours. J'ai pendant 17 ans d'ailleurs pu donner cours à des élèves de première à sixième secondaire dans une dizaine d'écoles différentes de la région, et ça m'a vraiment enrichi, ça m'a vraiment apporté énormément de satisfaction. Et je suis sûre que vos élèves devaient vous adorer. Alors en tout cas, j'avais une personnalité assez atypique et en général ça passait très bien, puisqu'il y avait une méthodologie déjà à l'époque de pédagogie active où l'élève était acteur de son apprentissage, et donc je mettais en place énormément d'outils pédagogiques diversifiés pour que justement les compétences puissent être acquises et qu'il n'y ait pas de décrochage scolaire, que les enfants le matin aient envie de se lever avec bonne humeur pour venir à l'école et pas avec la boule au ventre de s'inventer une maladie quelconque. Et je pense qu'à partir du moment où on a fait déjà ce cheminement, on a réussi à captiver l'élève et à faire en sorte que son parcours scolaire soit quelque chose de positif. Et je pense que là, c'est très important pour les élèves. J'imagine bien. Merci. Pardon ? J'imagine bien. Oui. Et c'est du coup aussi cette vocation de professeur de français et votre intérêt pour la langue française qui vous a fait intégrer une troupe de théâtre ? Entre autres, c'était vraiment, c'est une de mes passions, vous l'avez dit à l'entame de cette émission. Il faut savoir que je suis natif de Saint-Léger, une des 7 localités d'Étainpuis. Je suis né au bord du canal de l'Épierre. C'est d'ailleurs l'eau du canal qui coule dans mes veines, tellement j'y suis attaché. On en reparlera peut-être tout à l'heure. C'est vraiment une ligne de vie, ce canal qui traverse l'entité d'Étainpuis. Et dans ce village de Saint-Léger, au niveau associatif, il y avait une troupe de théâtre qu'on appelait les Bons Amis d'ailleurs, et qui portait bien leur nom, puisqu'on était une troupe de joyeux comiques, hein, c'était des pièces de boulevard, et ce goût de la langue française, ce goût du vocabulaire, de la sémantique, mais surtout le contact aussi avec la population, nous créait des moments assez exceptionnels, et bon, c'est comme ça pendant une vingtaine d'années, on a pu jouer une vingtaine de pièces, et quand la troupe a mis fin à ses activités, j'ai continué et j'ai créé 3 ou 4 pièces
en tant que metteur en scène et en tant qu'acteur. Et puis, ben voilà, je suis rentré dans un cabinet ministériel et le temps m'a manqué pour poursuivre cette activité. Mais je ne dis pas que dans quelques années, je ne m'y remettrai pas parce que je pense que le théâtre est une belle école de vie. C'est beaucoup, bon, il y a l'apprentissage, il y a l'étude, il y a pouvoir se présenter devant les autres et je pense qu'il y a pas mal de facettes de personnalité qu'on peut développer en pratiquant le théâtre et surtout aussi cette manière d'être vis-à-vis de ses collègues de troupe, mais aussi vis-à-vis du public parce qu'il y a évidemment le texte et puis il y a tout ce qui est à côté du texte qui est aussi très positif. Je vous le souhaite en tout cas. Vous êtes également un personnage très connu pour votre look assez atypique et pour la mode. Donc regardons quelques images de vous. Donc en fait, quand on parle de la mode, c'est pas que je suis un friand de la mode, mais en fait, je me suis rendu compte il y a une bonne vingtaine d'années et principalement quand je suis rentré au Parlement wallon, où je voyais tout le monde est habillé en gris et je me demandais si j'étais un croque-mort de plus dans cette assemblée. C'était un peu tristouné. Des mines patibulaires, ces costumes gris. Bon, je me suis dit, il faut amener un peu de gaieté, un peu de couleurs chatoyantes dans cette enceinte. Et donc, évidemment, je me suis un peu fait remarquer, puisque quand on avait une photo, on avait 20 personnes en gris et puis un en rouge, en jaune, en bleu. Donc, évidemment, ça a attiré l'attention. Et puis, ça s'est poursuivi parce que je me suis dit, il est vrai que ça donne un petit éclat de joie, un petit éclat de plaisir partagé. C'est dans l'amorosité ambiante parfois quelque chose qui donne un peu de baume au cœur et au moral. Et j'ai senti que les gens étaient assez friands de ces couleurs. Bon, et je me suis pris au jeu et j'ai poursuivi. Il y a les couleurs, mais aussi parfois les matières, il y a aussi parfois des détails vestimentaires qui sortent de l'ordinaire et qui m'intéressent beaucoup. Et puis ça me permet aussi quand je voyage, puisque j'aime bien de faire des marathons, de courir à l'étranger. Quand on a terminé le marathon le lendemain, on aime bien avoir une journée un peu détente, une journée shopping, une journée découverte de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures et donc de compléter un dressing déjà bien fourni. Et donc voilà comment est née cette passion, si l'on peut dire, de la mode, mais en tout cas je dirais plus vers les couleurs, vers les matières, vers les détails typiques. Ça reflète bien votre personnalité en tout cas. En tout cas, j'ai pas dû me forcer. J'ai pas dû créer cela, c'est venu de manière innée et naturelle. Et donc ça s'est poursuivi avec le temps. Puis alors après, avec le temps, j'ai un peu surjoué parfois, parce que on sait qu'on est arrivé avec les réseaux sociaux, on sait qu'il faut parfois faire un petit buzz, et donc je me suis pris au jeu. Et vous êtes aussi également, et je dirais même que c'est votre plus grande passion, un passionné de cuisine. Oui, ah oui, vraiment. Et cette passion, elle est née très très jeune. En fait, quand j'avais une dizaine d'années, je me souviens bien que c'est moi qui voulais déjà faire la cuisine à la place de mes parents. Et j'étais un apprenti cuisinier un peu chimiste parce que je ne voulais pas lire des recettes. Je voulais composer moi-même. Je me souviens des sauces béchamel. Parfois, c'était immangeable parce que c'était de la pâtée tellement il y avait de la farine ou de la maïzena. Mais je voulais tester sans passer nécessairement par des dosages, par des recettes. C'était des expériences. C'était un peu l'alchimiste de l'époque. Mais je me suis pris vraiment de passion et de goût pour la cuisine parce que je me suis rendu compte aussi très jeune
ben, chaque fois qu'on avait un bon repas quelque part, on félicitait celui qui faisait le repas. C'est vrai. Et on ne félicitait pas quand la vaisselle était propre. Pourtant, manger un bon repas dans une vaisselle qui n'est pas très propre, c'est pas non plus. Et donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose là qu'il fallait quand même qu'on remette en place, qu'il fallait que tous ceux qui participent autour du plat soient mis au même pied, sur le même pied d'égalité, et qu'on félicite autant celui qui a fait la vaisselle, celui qui a nettoyé, que celui qui a préparé le plat. Et donc, je me suis mis dans une sorte de jeu de rôle où le cuisinier était aussi celui qui faisait la vaisselle, celui qui nettoyait, celui qui préparait les légumes, enfin tout ce qu'on ne voit pas, qui fait que l'assiette finie et finale, elle est le résultat de pas mal ou de personnes ou de travaux. Et puis alors, cette passion, quand je suis devenu député, je me suis dit mais pourquoi pas l'exploiter de manière différente. Oui. Et donc j'ai créé ce que j'appelais les tables d'hôtes, mais ça remonte à une vingtaine d'années. Qui plaisait bien à l'époque. Qui plaisait très bien, qui plaisait très bien et qui ont connu vraiment un engouement inattendu. Et c'était mon compagnon d'époque, alors qu'on était en vacances et que j'étais élu député pour la première fois, qui me dit mais il faudrait peut-être que tu trouves quelque chose que les autres n'ont pas encore mis en place. Et il dit comme tu aimes bien la cuisine, pourquoi pas trouver quelque chose autour de ce thème. Et comme on était aussi au début de la citoyenneté, de tout ce qui était participatif, voilà, l'idée était trouvée de faire cette table d'hôtes où on invitait une personne que je connaissais, qui invitait elle-même 3 personnes que je ne connaissais pas. On se retrouvait à 6 autour de la table et à l'apéro, c'était une discussion sur les problèmes de société qui était traduite en questions ou en débat parlementaire. Et puis alors c'était la convivialité autour de créations culinaires et chaque fois une création différente pour chaque table d'hôtes. C'était une table d'hôtes tous les mois et on a fait ça pendant une douzaine d'années, donc ça fait quand même 120 à 130 tables d'hôtes qui ont été organisées, mais avec des rencontres exceptionnelles et pouvoir ainsi partager le vin, le plat, la convivialité, la découverte. Enfin, cet ensemble-là était magique et il y avait des étoiles dans les yeux quand les gens partaient, aussi bien chez les invités que chez moi. Et voilà, c'est vraiment un moment de vie exceptionnel qu'on a pu vivre avec cette table d'hôtes. Et vous aimeriez renouveler cela dans l'avenir ? Alors en fait, j'aurais voulu devenir cuisinier. À l'âge de 15-16 ans, je me suis dit, voilà, quand j'avais terminé ma comptabilité, avant d'aller quand j'étais en cours de comptabilité, avant d'aller vers le prof de français, je m'étais préparé à m'orienter vers la cuisine. Mais ma mère m'a dit, c'est un métier de fille. Alors du coup, je suis devenu homosexuel, comme ça je me dis, tout le monde y gagne et voilà, j'ai pas fait mon métier de cuisinier, mais c'est toujours quelque chose qui me passionne. Et d'ailleurs, encore maintenant, hein, même tout seul, j'aime m'essayer des recettes. Et dernièrement, la semaine passée, je me suis créé une nouvelle recette asperges au four, fondant dans la bouche. Mais alors, exceptionnellement bon. Et ma secrétaire l'a essayé hier. Elle m'a dit c'est magnifique. Ça donne donc, envie voilà. en tout cas. Ah oui, avec des petites échalotes, du sel de mer, de l'huile d'olive, dans un papier calfeutré au four fondant. Ah, c'est vraiment ça a délicieux. l'air délicieux. Ah, c'est délicieux. J'en ai la salive qui arrive. Et aujourd'hui, à votre actif, vous avez également 3 livres qui retracent votre parcours politique et votre parcours aussi un peu de vie. Que pouvez-vous nous dire sur ces livres et qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Alors, il y a, comme vous le dites à juste titre, 3 livres, un plus particulier et 2 que je vais intituler similaires. Le premier, c'est Le goût des autres et je voulais laisser une trace, mais alors de manière modeste et humble, soyons bien clairs, mais je voulais laisser une trace pour donner l'envie. Il s'appelle Le goût des autres. On peut voir ici. Voilà, pour pouvoir dire à cette nouvelle génération qu'avec de la persévérance, qu'avec du courage, qu'avec de l'abnégation, qu'avec de la volonté, même issu d'un milieu modeste où mon père devait travailler la nuit pour pouvoir réchauffer la marmite, on était 3 enfants, maman handicapée, bon alors je ne vais pas jouer à la Zola, je vais m'arrêter là, mais un milieu quand même assez difficile, où la télévision est arrivée très tard, où la voiture est arrivée quand j'avais 16 ans, et pouvoir, quand on lit le livre, se dire que, eh bien,
on peut tous arriver à quelque chose quand on le veut vraiment, quand on se donne les moyens et quand on se fait encadrer. Et je pense vraiment que c'est un témoignage d'enthousiasme, un témoignage d'envie, un témoignage de goût des autres. Quand on aime les autres, quand on veut partager, quand on a en soi cette envie que la vie soit plus belle, que la vie soit positive, quand on peut s'enthousiasmer et enthousiasmer les autres, eh bien, on a tous quelque chose à faire et à donner. Et ça, c'est le message du livre. Et puis alors, les deux sont dans la continuité, dans le sens où il y a des réalisations qui ont pu être mises en place grâce à des collaborations, grâce à des travaux d'équipe, grâce surtout à des contacts qui ont pu être initiés au cours de ma carrière politique, et qui fait qu'on arrive à des réalisations concrètes, des bâtiments qu'on voit, un canal qui était voué à devenir un égout à ciel ouvert ou une autoroute. Et quand je suis devenu bourgmestre en 94, je me suis dit, ben voilà, je vais me créer des objectifs, et l'objectif, c'est que ce canal redevienne un canal navigable. Parce que mon grand-père, qui était un exemple pour moi, mon grand-père Désiré Rasseneur, quand il était jeune, quand il avait 9 ans, il tirait les bateaux le long du canal. Et quand il m'a appris à rouler à vélo, eh bien, notre premier voyage, c'était aller vers le canal pour m'expliquer les écluses, pour m'expliquer les ponts-levis, pour m'expliquer pourquoi les bateaux venaient du Borinage pour aller alimenter les entreprises du nord de la France. Et je me dis, tout cela m'est revenu en tête, mais je me dis, avec ça, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut faire revivre ce canal. Mais ça m'a pris des heures, des jours, des mois, des contacts à Paris, à Londres, des contacts européens, pour que cela redevienne un canal qui est voué à la navigation de plaisance. Et un scoop pour votre première émission. Nous allons créer au 1er juillet, et j'ai eu l'autorisation hier du service public de Wallonie, nous allons créer une zone de baignade gratuite dans le canal, puisque l'eau du canal à l'endroit de l'écluse de l'Hers Nord a été déclarée eau de baignade. Et donc pendant 2 mois, on aura un maître nageur, et avec tous les étainpuisiennes et étainpuisiens qui pourront venir se baigner gratuitement. Et ça, c'est la consécration, c'est le bateau qui passe, c'est les bateaux de plaisance, c'est le satcheux qu'on a mis en place, c'est la baignade, c'est les kayaks, c'est canal plage, c'est les pédalos. C'est vraiment une vie, une faune, une flore, des plantations qui ont été refaites, un chemin de halage qui a été complètement renouvelé, des écluses qui ont été complètement automatisées, des ponts également. Enfin, il faut savoir que c'est un travail vraiment gigantesque. Ouais. Un gros travail. Et parce qu'il y a des équipes qui se sont mises en place, parce que j'ai fédéré autour de moi des enthousiasmes et des énergies positives, et donc on y est arrivé. Et le CEM, le Centre éducatif Mitterrand-Étainpuis, participe du même engouement. Créer une école secondaire à Étainpuis, c'était impensable il y a quelques années. Mais pendant 2 années, j'ai bataillé ferme avec conviction pour que cette école puisse venir trouver sa place à Étainpuis, qui était une entité scolaire, où il y avait un collège de la Salle pour les garçons, une Sainte-Union, un collège pour les filles. C'était vraiment un pôle scolaire important. Et maintenant, je veux en faire un pôle scolaire d'excellence en Wallonie-Picarde, voire en communauté française, avec les pédagogies actives. Donc vraiment, je m'enthousiasme en parlant parce que c'est vraiment des projets exceptionnels. Et ces 2 livres, eh bien, c'est le suivi de tout ce qui a pu être fait, d'une part au niveau communal et d'autre part au niveau parlementaire. On voit que ça vous tient à cœur en tout cas. Et on a hâte d'être cet été pour voir ce beau canal. Oui, je pense qu'en tout cas, ça va rencontrer un vif succès, et toujours aussi dans le but, et ça c'est le fil conducteur de toute mon action depuis maintenant 45 ans. 45 ans que j'ai adhéré à un parti politique, 45 ans cette année, et donc je suis fier en tout cas de chaque fois mettre le social en avant, et surtout l'accessibilité de toutes les activités au plus grand nombre. Et chaque fois, les personnes modestes doivent pouvoir être accueillies, doivent pouvoir avancer et doivent pouvoir participer aux activités. Au niveau culturel, on fait tout ce qui est possible gratuit, et quand c'est payant, c'est maximum 5 €, même si l'artiste coûte très cher, parce qu'on veut que ce soit pas réservé à des élites, à des personnes que ce soit accessible, comme vous le dites, au plus grand nombre. Et ça aussi, c'est une de nos fiertés. Et comme vous le dites, aujourd'hui, ça fait 45 ans que vous êtes dans la politique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer justement dans le monde politique? Mon grand-père.
mon grand-père, j'en reviens, parce que il avait cette fibre sociale. Il faut savoir que son épouse est morte en donnant naissance à ma maman. Et donc ça a chamboulé sa vie. Il a fait la résistance pendant la guerre. Il a vécu des choses très 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 désagréables. Donc ça a forgé un caractère très convaincant pour que le social reste vraiment une priorité, et il me l'a transmise. Et donc il me disait toujours, n'oublie jamais les plus pauvres, n'oublie jamais les plus déshérités, les plus fragilisés, n'oublie jamais que c'est vers eux que tu dois d'abord aller. Et voilà, je pense que il me l'a dit souvent. Mais après ça m'a convaincu, parce qu'avec la réflexion, du temps de la jeunesse, j'ai lu tout Zola, les 20 livres des Rougon-Macquart, et donc ça m'a vraiment ça m'a conforté dans cette conviction d'aller vers celles et ceux qui n'ont pas nécessairement le privilège de l'argent ou du pouvoir. Eh bien, regardons quelques images de vous dans votre belle ville d'Étain-Puy. Daniel Sénéchal est un amoureux de son entité. Il est passionné par son canal et par sa ruralité. Mais ce qu'il aime plus que tout, ce sont ses habitants. Étain-Puy est une entité qui vit. Il faut absolument que la valeur du bien vivre soit partagée, qu'elle fasse écho. Allô? Je sais pas moi, vous me recevez? Oui, nous plaidons pour cette qualité essentielle du bien vivre, tant ce vocable recouvre pour nous une diversité de valeurs sociales, économiques, environnementales et culturelles, dans un esprit de solidarité et de fraternité. Le bien vivre ensemble, le bien vivre dans un environnement de qualité, le bien vivre dans la convivialité, le bien vivre en harmonie culturelle, le bien vivre avec un enseignement valorisant, le bien vivre dans des logements de qualité, le bien vivre avec un travail décent pour toutes et pour tous. Bref, Étain-Puy, le bien vivre sans exclusion, sans abandon, sans laisser sur le bord du chemin, le bien vivre en travaillant, en s'insérant, en œuvrant pour obtenir les précieuses clés du bonheur. Donc comme on l'a vu, de beaux souvenirs de revoir tout ça. Comme on voit souvent, le théâtre n'est pas abandonné, hein, quand même pas mal de mise en scène, et je pense qu'on fait passer pas mal de messages par ces mises en scène qu'on vient de voir et de revoir, et c'est plus percutant que le message classique. C'est sûr. Au moins on n'oublie pas. Et vous nous faites bien rire avec aussi les petites mises en scène que vous faites depuis plusieurs années pour Allô Étain-Puy, qui est une cause qui vous tient à cœur. Oui, parce que bon, j'ai fait un burn-out en 2010, un burn-out qui m'a vraiment fait réfléchir, et il est vrai que parfois quand on est fatigué, quand on a quand même pas mal de soucis à gérer, on va pas le cacher non plus, même si on veut toujours rester positif et enthousiaste et avec cette énergie qui est communicative et qu'on souhaite partager, on a des moments un peu de faiblesse, et donc parfois alors pour oublier, on boit quelques chopes, on fait quelques sorties, et ben voilà. Et quand on est fatigué, et l'alcool, je pense que ça ne fait pas bon ménage, comme on dit, et ça m'a conduit un peu à ce burn-out en 2010. Je m'en suis sorti très bien parce que j'ai découvert une activité physique. J'étais pas très sportif. J'ai découvert la course à pied à partir de 2010, il y a 11 ans maintenant. Et comme je suis homme de défi, je me suis dit, on va pas courir pour courir. On va se mettre des objectifs. Et donc, je me suis mis un premier objectif, c'est en 2010, faire mon premier marathon. C'était le marathon Nice-Cannes. Et je me suis mis dans la tête de le faire en moins de 4 heures. Et je l'ai fait en 3 heures, 59 et 52 secondes. Tout juste. Et donc, voilà, l'objectif était atteint, mais je me suis dit, alors, je ne sais pas si vous connaissez le marathonien, mais celui qui fait un marathon, ou bien il en fait que un dans sa vie, et il n'en fait plus jamais tellement il est dégoûté, ou bien il a pris goût, et il décide de poursuivre. Et je suis dans cette deuxième catégorie
où j'ai pris goût et donc j'ai maintenant une vingtaine de marathons à mon actif. Si je parle de ça, parce que je n'ai pas oublié votre question pour Tous à l'eau est un puits, c'est que dans les messages de Tous à l'eau est un puits, évidemment, c'est faire un break d'alcool pendant un mois durant le mois de février. Et pour se dire que sans l'alcool, on peut très bien vivre, on peut très bien rire, on peut très bien s'amuser, on peut très bien avoir des contacts sociaux diversifiés. Et aussi, quand on n'a pas cet alcool, on peut peut-être élaborer, découvrir d'autres activités physiques. Avec l'alcool, c'est parfois plus difficile. Et donc, moi, durant ce mois de février, j'invite chaque fois les citoyennes et les citoyens à peut-être découvrir des activités physiques qui sont innées en eux et qui n'ont pas eu le temps, l'occasion, la chance, la possibilité, l'opportunité de découvrir. Et donc, ces messages-là du mois de février, Tous à l'eau, ils sont d'une part empathiques, ils ont envie de fédérer les personnes autour de l'opération Tous à l'eau et en même temps aussi peut-être découvrir d'autres facettes de sa personnalité et de ses envies. Très bien, en tout cas, on a hâte de voir ce que vous allez nous concocter l'année prochaine. Oui, on y sera vite. Hein. Est-ce que vous auriez un dernier message à faire passer et le message qui vous tient le plus à cœur à nos auditeurs? Je sais que, alors j'aurai des tas de messages et c'est difficile d'en sélectionner un, mais je vais en sélectionner un parce que c'est le rendez-vous des artistes. Et ce rendez-vous des artistes, moi je voudrais vraiment féliciter toute l'équipe d'avoir pris cette initiative parce que la culture est trop souvent le parent pauvre. Quand on doit faire des économies, je me souviens quand je suis arrivé il y a 27 ans comme bourgmestre, il fallait faire des économies. Alors on fait des économies, quand je parlais à mes collaborateurs, ils me disaient on va supprimer, on va couper les robinets de la culture. Ça, c'est pas essentiel. Parce que le mot essentiel, on en parle souvent en ce moment. C'est sûr. Et je me suis dit que si, justement, et pour ces personnes les plus fragilisées, c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes, de partager des émotions, d'animer la communication. Et on a trop souvent tendance à croire que la culture c'est élitiste, que ça ne concerne qu'une certaine catégorie de personnes. Et moi je pense que la culture elle est populaire, elle vient du peuple, elle vient des cœurs, elle vient des âmes, elle vient des corps, parce la culture elle est multiple, et vous l'avez dit quand vous avez commencé, ça va de la magie aux chanteurs, en passant par les arts du cirque, et tout cela. Alors, ce message que j'ai envie de dire, c'est faites en sorte que votre émission donne envie aux gens de partager, donne envie aux gens de se rencontrer, donne envie aux gens de se connaître, et surtout faites-nous découvrir des choses magnifiques, des choses exceptionnelles, des choses du terroir qui se trouvent près de chez nous et qu'on ne rencontre pas, qu'on ne connaît pas. Alors faites-nous les découvrir, faites-nous les aimer, faites en sorte que les sourires soient sur nos visages radieux et qu'après un spectacle, après une de vos émissions, on se sente bien et on a envie de revenir vers la culture. C'est vraiment le souhait le plus sincère que je forme pour vous. Belle équipe que vous êtes. Merci beaucoup. En tout cas, on va essayer de faire ça de notre mieux. Eh bien, écoutez, Monsieur Daniel Sénéchal, je vous remercie énormément d'être venu ici. Je vous remercie encore une fois de nous avoir accueillis dans vos locaux. Et vous, chez vous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous des artistes.